Moi, là, je trouve vraiment le cycle et l'ADN de la HES qui se met en avant. Parce qu'on a le projet de recherche qui est mené du terrain, l'enseignement qui est orienté terrain. Et si on arrive à faire un match, c'est vraiment pour moi un peu le jackpot, entre guillemets. Donc l'idée, c'est d'avoir ces outils-là qui assessent d'un État, mais aussi qui accompagnent l'entreprise dans leur transformation numérique en leur proposant une sorte de feuille de route. D'ailleurs, PME ou plus grande, on constate que cette notion de maturité digitale, elle n'est pas au plus poussée. Le biais, c'est que les gens, pour eux, l'IA, c'est la magie. Ouais. Et c'est notre rôle, ou du moins, c'est ce qu'on fait, c'est de dire, OK, vous voulez l'IA, mais il faut d'abord des données pour faire l'IA. Il faut que les données soient en quantité aussi pour générer quelque chose. Comme dit Xavier, ils ont allumé pour nous l'espace pour qu'on voie les robots. Et effectivement, on pouvait voir ce que d'habitude, on ne voit pas parce que c'est dans le dark. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Alpacity. J'ai le plaisir de recevoir Maria Saucken, professeure HES en informatique de gestion et doyenne de l'Institut de digitalisation des organisations à la HEG. Nous allons parler de l'usage des nouvelles technologies au service des organisations, de l'importance d'un écosystème d'innovation varié, mais aussi d'intelligence artificielle et de sémantique. Maria reviendra sur son parcours de femme ingénieure et pourquoi elle se passionne aujourd'hui pour la transformation digitale des entreprises. Maria Saucken, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Merci encore. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots ton parcours et puis j'en sais déjà un petit peu parce que je sais que tu es née au Liban, que tu es passée par la France dans tes études et que tu es parmi nous aujourd'hui en Suisse, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Oui, tout à fait. Alors, donc effectivement, je suis née au Liban, pure libanaise, du papa et de la maman. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 25 ans, où j'ai fait notamment mes études en informatique, ingénieur informatique. Et puis c'est vrai qu'au Liban, souvent la voie d'après les études niveau bachelor, c'est d'aller en France. C'est un peu le chemin, on va dire, acquis, ou en tout cas connu, et que j'ai suivi. Mon frère était déjà en France, donc ça m'a aussi facilité la voie. Donc, je suis allée en France faire un master en multimédia et informatique. D'ailleurs, il était fait entre deux écoles, une école d'ingénierie et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France. Donc là, j'ai fait mon master en 2006, c'était, oui, 2006-2007. Et par la suite, je suis venue en Suisse pour faire mon doctorat, toujours en informatique. Un peu relié au multimédia, mais toujours en informatique. J'ai fait à Fribourg, donc j'ai fait pendant 5 ans là-bas à l'école d'ingénieur. C'était une HES, enfin c'est une HES à Fribourg. Et depuis Fribourg, j'ai appris à naviguer à Sierre, en Valais, aussi une HES. Et actuellement, comme tu l'as dit, je suis en Suisse depuis 15 ans et donc je suis à Neuchâtel actuellement, précisément, depuis 4 ans à peu près. Tu as bien vagabondé sur les différents cantons romans. Dans les HES romandes, oui, effectivement. HES. Oui. Donc, à Neuchâtel, je n'ai pas précisé, mais c'est la HE-Arc, donc aussi une HES. J'avais envie de revenir quelques mots sur ton doctorat à Fribourg. Qu'est-ce qui t'a motivé de venir dans ce beau canton de Fribourg et sur quel thème tu as fait ta thèse de doctorat? Ouais. Alors, je suis venue parce que c'est là où il y avait un poste ouvert. Donc, je n'ai pas forcément choisi. Je ne connaissais pas la Suisse. D'ailleurs, ma mère m'a dit « Mais tu vas faire quoi en Suisse? Est-ce qu'on peut venir ?» Ben oui, c'est un pays comme d'autres. Alors, pourquoi Fribourg? Parce que quand j'étais en train de faire mon master en France, le hasard des choses a fait qu'un des profs de la HES de Fribourg se retrouvait dans cette école pour la défense de doctorat d'un prof que je connais. Et on s'est retrouvés là, justement. Et puis, c'est à ce moment-là où moi, je disais, j'ai envie de faire une thèse, mais je n'ai pas encore l'énergie de retrouver une bourse. Je ne sais pas par où commencer. Et c'est ce prof qui m'a dit, j'ai quelque chose. Donc, voilà comment j'ai atterri. C'était le hasard, il a fait la moitié du chemin. J'ai fait l'autre moitié. Et je me suis retrouvée à Fribourg. Et le poste était ouvert parce que tu m'avais aussi posé la question sur le thème. Donc, c'était le CERN, en fait, qui avait, à l'époque, proposé à l'école à Fribourg s'ils pouvaient travailler sur la masse de vidéos qu'ils avaient. Donc, à cette époque-là, ils avaient beaucoup, encore maintenant, je suppose, ils avaient plein de chercheurs qui venaient présenter leurs travaux, qui étaient filmés. Donc, ils avaient déjà le système de filmer et tout. Par contre, pour rechercher après des vidéos qui duraient parfois 2-3 heures, c'était difficile.
parfois de la trouver, on arrivait, mais trouver le bout qui nous intéressait, c'était un peu plus difficile. Donc, le CERN avait proposé peut-être d'aller sur un format de doctorat pour aller un peu plus loin qu'un simple développement. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais invitée à collaborer avec le CERN en étant à la HES. Mais peut-être, voilà, comme on le sait, la HES ne délivre pas des doctorats. Donc, je suis du coup restée encore inscrite à Télécom Paris Tech, là où j'ai fait mon master, avec un prof qui était là-bas aussi, qui co-encadrait le travail. Peut-être juste avec le recul, parce que ton sujet de thèse m'a beaucoup intéressée. Et avec l'arrivée de l'IA, j'ai l'impression que ça aurait presque résolu la grande mission que tu as eu à faire il y a plusieurs années maintenant. Oui. Alors clairement, comment dire, j'aimerais pas dire je faisais ce que l'IA fait maintenant, en tout cas l'IA dont on parle maintenant, parce que l'IA c'est déjà depuis longtemps. Oui. Donc effectivement, il y a une grande partie qui aurait pu être facilitée par le travail tel qu'on l'entend aujourd'hui, l'IA. Après, il y a quand même ce bout de vidéo, accéder à la vidéo, le texte de la vidéo, le texte, l'oral en fait. C'est des choses qu'on n'a pas encore facilement. On peut difficilement encore, en tout cas pas à ma connaissance, donner toute une vidéo et demander le bout ou la minute à laquelle... bien sûr, on peut développer l'application, mais je veux dire, telle qu'on la connaît, style ChatGPT, je ne peux pas juste lui balancer la vidéo. Il y a 2-3 outils qui commencent à le faire. Oui. Ouais. Mais tu as raison, ce n'est pas encore ultra performant comme on pourrait l'avoir avec des documents avec PDF la partie texte, que tu mettrais. Oui. Mais c'est vrai, c'est un peu dans la lignée. C'est d'ailleurs ce que nous on travaillait sur la notion sémantique, le sens des mots, le sens ce qu'on appelait les métadonnées. Enfin, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est le texte ou les annotations qu'on décrit la vidéo avec. Et on travaillait dessus et on donnait un peu de sens pour que la machine arrive à trouver la bonne séquence, etc. Donc c'est génial. C'est les prémices, mais je ne me prétends pas avoir du tout travaillé sur les prémices de l'IA tel qu'on l'entend. Non, mais le parallèle est drôle en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un peu dans le même champ scientifique, tout à fait, oui. Alors, avant de rentrer dans certains sujets, en fait, toujours un petit décryptage d'actualité. On aimerait beaucoup avoir ton avis sur une actualité récente que je présente. Donc, la Suisse est remontée à la 2e place dans le classement mondial de la compétitivité numérique. Donc, c'est un classement qui a été établi par l'IMD. Et c'est le meilleur résultat pour la Confédération depuis l'établissement de ce baromètre en 2017. Qu'est-ce que ce joli résultat, ce joli classement pour la Suisse t'inspire au niveau de notre état de digitalisation ? Oui. Disons, si on prend que le fait, c'est intéressant de propulser la Suisse par ce genre de classement, parce qu'on va en parler... Après, dans mon quotidien, je ne dis pas qu'on n'en est pas là, mais c'est vrai qu'avec les projets qu'on fait, les entreprises qu'on voit, d'ailleurs PME ou plus grandes, on constate que cette notion de maturité digitale, elle n'est pas au plus poussée. Il y en a certains, oui, c'est pas exclusif, et je ne veux pas englober tout le monde. C'est vrai que nous, dans nos constats, que ce soit moi ou d'autres collègues avec qui on travaille, donc toujours avec des entreprises, on constate qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, être dans le 2e, je ne sais pas exactement les critères qu'ils ont choisis pour classer, ni même la méthodologie. J'avais regardé, parce que j'avais eu accès aussi à cette information. Je n'avais pas la méthodologie d'analyse qu'ils ont faite. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des critères qui sont, je ne sais pas, en lien avec les patentes ou je ne sais pas. C'est ça que nous, notre quotidien, il nous dit un peu autre chose. Il y a du potentiel, il y a des gens qui veulent. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais c'est vrai que quand on leur parle, ils nous disent oui, on intègre ça dans notre stratégie future. Donc, il y a le souhait, mais dans le concret, on n'est peut-être pas encore si bon que ça. On avait le même état des lieux, c'est-à-dire un peu surpris comme ça de ce classement. Après, c'est toujours très positif pour la communication, sûr, etc. Mais on est sur la même longueur d'onde. J'avais envie, avant de parler de transformation digitale, parce qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui, de revenir quand même sur toi, parce que tu es une femme ingénieure. Il y a beaucoup d'initiatives en Suisse qui encouragent les femmes à devenir ingénieures ou à prendre ces métiers plutôt techniques. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui t'avait motivée pour inspirer aujourd'hui, pourquoi pas, de jeunes femmes vers ces voies un peu plus techniques.
Je ne sais pas si je serais inspirante, mais bon, à la toute base, pour être transparente, je voulais faire architecte. Et au Liban, pour faire architecte, c'est 10 ans. Okay. Donc je dis non, je ne vais pas faire des études pendant 10 ans. Parenthèse, pour finir, j'en ai fait 12. Donc, mais à l'époque, je dis, je ne ferai pas 10 ans. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre métier qui m'intéresse? Et c'est vrai que l'informatique, j'ai eu la chance de la connaître par mon frère qui, lui, avait choisi cette voie, qui est donc plus âgé que moi. Donc j'ai vu ce qu'il faisait et... Alors bien sûr, ça ne se rapproche pas de l'architecture, mais il y a ce lien-là d'avoir des choses assez structurées, une notion de logique qui m'intéressait en fait. Le fait aussi de traduire du non-tangible vers une application qui bouge, vers des écrans. Bien sûr, pas de rien, mais être entre un clavier, un écran, puis d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. Cette création-là, que peut-être j'aurais eu un peu avec les dessins d'architecture, m'intéressait. Donc c'est vraiment par ce biais tout simple, finalement, j'aurais peut-être pu aller sur d'autres choses, mais c'était ce hasard-là entre mon frère qui avait ouvert la voie et que j'ai pu vraiment voir ce que c'est, qui m'a amené. Et c'était aussi, bon, c'est un peu comme en Suisse, selon certaines notes, on est amené sur des voies. Et il est vrai qu'au Liban, quand on est dans des voies scientifiques, c'est souvent le côté... ingénieur informatique qui revient ou architecte. Il y a quelques voies un peu connues quand on est dans ce côté scientifique plutôt que littéraire. Est-ce que le contexte, justement, dans lequel tu vivais à l'époque au Liban, vous pousse en fait à aller dans telle ou telle voie, ou ça ne fonctionne pas vraiment comme ici en Suisse? Oui. J'ai envie de dire, au Liban, peut-être par rapport à sa culture, comme il vit ou il survit maintenant, malheureusement, dans le côté avoir un métier et pouvoir aussi par la suite, entre guillemets, je force le trait, nourrir la famille s'il se passe quelque chose, c'est important. Donc, certains métiers étaient favorisés certaines voies étaient favorisées parce que le métier, entre guillemets, payait mieux. Ouais. Donc, on n'était pas sur technique, pas technique, ou femme-homme. C'était plus le métier. D'ailleurs, souvent, les Libanais, c'est un peu avocat ou médecin ou ingénieur, mais pas... Oui, bien sûr, il y a une notion de classe, mais c'est aussi parce que ce sont ces métiers qui peuvent ramener le plus. Et souvent, si on peut, si les notes le permettent, etc., c'est souvent ces métiers qui sont choisis. Indépendamment, encore une fois, homme-femme. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, tu es professeur à la HES en informatique de gestion et tu mènes d'ailleurs beaucoup de projets qui portent sur la digitalisation ou comment les organisations peuvent se digitaliser. On s'était d'ailleurs rencontrés à cette occasion parce que tu menais et tu mènes toujours d'ailleurs, tu vas nous en parler, du projet Digital Arc Hub. Oui. Avec lequel Alpacity avait pu voir et explorer ce que tu avais mis en place. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui. Alors, donc Digital Arc Hub, c'est un projet, on va dire, administrativement parlant, il est fini en tant que projet. Justement, c'est là où Alpacity avait, entre autres, intégré ce travail-là qui a duré de 2019 à 2022, à peu près, sachant que le Covid au milieu, il a interrompu le travail, mais en même temps, il a rendu les gens un peu plus conscients de l'importance. Donc, c'est vrai que quand on est revenu après cette phase un peu particulière, les gens étaient plus intéressés, en tout cas, en ce qu'on faisait. C'est pas qu'il n'était pas avant, mais on avait un peu plus une envie du terrain qui s'est manifestée plus facilement qu'avant. Donc, ce projet-là, il a pour but de mettre à disposition des PME notamment un outil d'autodiagnostic où elles arrivent à se positionner en termes de maturité digitale. Ça veut dire, sur plusieurs dimensions, où est-ce qu'elles se retrouvent dans une optique après de se transformer. L'outil, comme le terme l'indique, il ne fait qu'un diagnostic. Donc, c'est un état des lieux. Il ne va pas plus loin. Et c'est entre autres dans cette optique-là que la fin du projet a amené des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre? Qu'est-ce qu'on fait avec cet état? Et c'est dans cette optique-là qu'on a imaginé après inclure cet outil-là dans quelque chose d'un peu plus conséquent. Et commencera un nouveau projet en 2025, justement, qui suivra le Digital Arc Hub. Si tu as le droit de dire quelques mots. Oui, alors il a été... il est sur les rails, mais n'a pas encore décollé, on va dire. Donc, je l'ai appelé le Digital Tag. Tag, c'est pour... Bon, il y avait un peu ce jeu de mots tag journée. C'est un peu la journée d'une transformation. C'est pas...
On ne transforme pas une fois, on transforme presque toute la durée de vie d'une entreprise. Et le jeu de mots, c'était avec Transformation Assessment and Guidance. Donc, on assess, mais aussi on guide. C'est un peu cette partie-là qui m'intéressait le plus dans ce nouveau projet, qui a une suite, en fait. C'est pas sur un autre champ. Et donc, ce projet-là, il a l'intention de pouvoir amener plusieurs outils que notre institut a développés. Que ce soit le Digital Archive qui assesse d'une certaine maturité, mais d'autres comme le BM Coach qui permet d'interagir avec un business model Canva pour trouver des meilleures valeurs ajoutées en fait, au nouveau modèle d'affaires d'une entreprise. Okay. Ou encore d'autres. Je ne vais pas commencer à lister par peur d'oublier d'autres, mais voilà, ça c'est les deux principaux parce qu'on parle de la nouvelle valeur ajoutée d'une entreprise, enfin proposition de valeur. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces outils-là qui assessent d'un état, mais aussi qui accompagnent l'entreprise dans leur transformation numérique en leur proposant une sorte de feuille de route qui peut autant inclure des actions sur certains projets ou aussi des formations. C'est pas pour vendre nos formations, mais c'est pour dire, voilà, ici, il n'y a pas forcément besoin de faire un projet, mais ça serait de former tel département ou tel employé à telle technologie ou à telle réflexion sur la manière de transformer numériquement l'entreprise. Alors, ça n'a pas commencé, donc on a pas des réponses à tout, mais c'est l'idée d'avoir cet outil-là. Plateforme. J'aimerais peut-être juste préciser, on aura, je ne vais pas nommer maintenant parce que justement, ça n'a pas encore démarré officiellement, mais on aura des entreprises qui vont travailler avec nous qui sont eux-mêmes des consultants et des coachs dans la transformation numérique. Je le mentionne pour dire qu'on n'est pas là pour se substituer à ces organisations, mais au contraire pour être avec ces organisations et que ce soit un outil qui les aide dans la démarche qu'eux ils font. Donc nous, on se positionne en tant qu'HES sur cette partie recherche et développement, mais une fois l'outil, il montre son intérêt terrain et qu'on va construire avec ces organisations, l'idée c'est qu'après, ça soit repris et industrialisé ailleurs. Donc, c'est une collaboration efficace, on pourrait dire. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est une des ADN de l'entreprise, de la HES, d'aller sur ce genre de collaboration. Oui, c'est pas se substituer aux entreprises existantes. Peut-être quelques mots justement sur ce système des HES qui est assez unique en Suisse. Quand on a préparé cette interview, on en a parlé et c'est vrai qu'on s'est dit finalement c'est assez unique comme manière de faire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces questions de HES, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, comment vous montez les projets et en quelque sorte à quoi ressemble ton quotidien? Oui. Alors, je ne sais pas si ça sera exhaustif, mais de mon expérience, de mon point de vue, alors, au niveau des HES, il y a cette variante aussi qu'on met toujours en avant, c'est la partie pratique. Donc, autant les profs qui enseignent doivent ou devraient, parce qu'on peut avoir quelques-uns qui ne l'ont pas fait, mais doivent avoir une expérience terrain dans des entreprises. Donc, rien que déjà au niveau de l'enseignement, c'est pas juste des cours qui peuvent être dans la théorie, mais ils doivent s'ancrer dans la pratique. Donc, je prends juste la branche enseignement quelques secondes. Et pour la branche recherche, pour revenir à ta question, effectivement, les projets qu'on monte n'ont pas une vocation d'être des projets de recherche fondamentale. C'est vraiment des recherches appliquées. Ça n'enlève pas le fait qu'on collabore avec des universités qui, elles, ont un peu de manière plus forte l'aspect fondamental, mais ça amène plutôt ce côté d'aller sur le terrain, de ramener le besoin du terrain. Parfois c'est les gens qui viennent, on a ce besoin-là, parfois c'est nous qui allons voir, etc. Donc il y a vraiment cet ancrage terrain qui pour moi est particulier, qu'on peut ne pas retrouver ailleurs. Du moins si je reviens à une des premières questions sur l'environnement au Liban quand j'ai grandi. Donc c'est des universités un peu comme en France où on a un peu un chemin tracé et moins dans la pratique. Les personnes qui vont dans la pratique peuvent être dans la pratique soit parce qu'elles n'ont pas pu être dans des universités ou parce que vraiment le métier les intéresse, mais on ne trouve pas, du moins pas au Liban, des hautes écoles. Justement, on peut se former presque à un niveau universitaire, mais avec un côté pratique. Ouais, c'est le manquement, en fait, est comblé par ce système HES. Exactement, oui. Ce que je trouve intéressant, avant peut-être de revenir sur la partie montage de projet, c'est qu'en Suisse, je trouve... Même si quelqu'un dès le début a décidé d'aller dans une voie technique, ça n'empêche pas qu'à terme de sa carrière académique, il finisse avec un doctorat, parce qu'il y a plusieurs passerelles. Et ça, c'est vrai qu'on voit, du moins je ne l'ai pas vu au Liban qui suit pas mal le système français, on a l'impression que c'est un peu des voies toutes tracées. Qu'en Suisse, il y a tellement de passerelles et ce n'est pas défini parce que j'ai décidé à 15 ou 16 ans d'aller dans tel ou tel métier.
c'est pas... Oui, on a plus de liberté, je trouve. Moi, je trouve aussi que c'est une formule qui permet d'avoir plusieurs vies aussi, de se découvrir tout au long de sa vie. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais. Après, tu avais posé la question sur les montages de projets. Oui. Là, je dirais c'est un peu varié. Bien sûr, il y a un peu les clichés, les schémas qu'on connaît, pas les clichés, pas du tout même. Il y a des schémas. Voilà, si on veut monter un InnoSuisse, c'est avec un partenaire industriel, partenaire terrain. Si c'est un projet, je sais pas, fonds national, ça peut être avec une université. Il y a des schémas un peu connus, ça, ok. Mais de ce que moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de relationnel, dans le sens parfois parce que je connais cette entreprise ou cette personne, on arrive à dynamiser un peu plus certaines parties du travail et on remarque que les personnes s'impliquent un peu plus parce qu'elles se connaissent. Donc, je ne dis pas qu'on passe par là, mais ça favorise le contact terrain qu'on a d'ailleurs par des conférences, par des ateliers. Et c'est un point central aussi d'accéder au terrain par ce genre d'événements. Je trouve ça permet d'aider les montages. Ce n'est pas n'importe qui vient chez n'importe qui d'autre. Après, bien sûr, il y a la visibilité que l'Institut peut mettre en avant de ses projets, où les gens disent on a entendu parler de vous, qu'est-ce que vous faites ? Mais tout montage, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il arrive à tirer le meilleur aussi, parce qu'il y a des relations, des connaissances, du bouche à oreille, parce qu'on entend parler de certaines choses. Donc c'est un peu comme ça que le démarrage commence. C'est un réseau qui semble accessible. Quand tu montes des projets justement avec les entreprises, il y a un dialogue qui se fait de manière plutôt naturelle. Oui, alors pour ça, moi j'étais un peu surprise aussi de ma culture, certainement. Mais on accède assez facilement, je trouve, aux gens. Du moins, dans les environnements où j'étais, donc HES de Fribourg, du Valais et maintenant à Neuchâtel. Et assez vite, on est en contact avec des gens qui sont... tout en haut de l'entreprise qui décide. Donc, ce n'est pas peut-être l'employé qui a l'idée. Alors, peut-être ça émane de cette personne-là. Mais assez vite, dès qu'on veut faire des montages et qu'il faut avoir quelqu'un qui décide en termes budgétaires ou temporels, c'est rare qu'on ait eu des freins parce que la personne n'est pas accessible. Et ça, oui, j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'était les cantons où j'étais, mais en tout cas, ces 3 cantons, à chaque fois, c'était assez facile d'accès, même au niveau administration publique. J'ai pu facilement avoir des accès et j'ai entendu des collègues qui l'ont eu. Donc, oui. Tu es donc professeur et aussi tu mènes des projets de recherche. Je reviens sur ton quotidien. Comment ça fonctionne ? Vous êtes vous donnez des cours et ensuite vous menez des projets inter-entreprises, interscolaires. Oui. Alors effectivement, c'est une journée type, il n'y en a pas. Ouais. c'est justement aussi, il n'y a pas une journée comme l'autre. Maintenant, ce qui peut être répétitif, c'est cette partie académique qui dicte certaines choses, typiquement les cours. Les cours, c'est souvent à une date. Chaque semaine, c'est les mêmes jours, souvent. Donc, c'est vrai qu'on est pas mal dicté par ce calendrier académique au niveau bachelor et master. Et je dirais, pour ma part, en tout cas, tout est construit autour de ça en termes d'organisation du quotidien. Okay. Maintenant, en termes de contenu, on essaie, selon les cours qu'on donne, d'avoir la recherche qui s'implique dans l'enseignement. Si on peut prendre des cas pratiques de nos recherches dans les cours, c'est vraiment le fil rouge qu'on essaye d'avoir. Et pour moi, là, c'est une réussite. Ça peut être une réussite, même si on ne fait pas le lien, mais au moins là, je trouve vraiment le cycle et l'ADN de la HES qui se met en avant. Parce qu'on a le projet de recherche qui est mené du terrain, l'enseignement qui est orienté terrain, et si on arrive à faire un match, c'est vraiment pour moi un peu le jackpot, entre guillemets. Donc voilà, sur un semestre, on a cette notion de planification faite par les cours et les projets, on navigue autour. Parfois, on est un peu sous l'eau, c'est vrai, parce qu'il se peut, selon les cours qu'on donne, tous les cours tombent un semestre. Donc voilà, ça rend un peu plus difficile d'avoir des rencontres clients, 2-3 jours de suite pour monter un projet ou même parfois rédiger des articles pour valoriser le projet fait. Donc il y a des périodes plus ou moins chargées, mais sur l'année et l'ensemble des profs qui sont donc en termes enseignement et recherche ont un peu ce genre d'activité. Et là, j'ai pas compté les événements. Mais le fait de s'y rendre ramène un networking qu'on maintient, mais aussi de rencontrer d'autres personnes. Donc ça, je les ai pas comptés dedans. Non, mais c'est important de le faire parce qu'en fait, on dit, tu es professeur, mais tu as quand même un quotidien qui est différent d'un professeur d'université, par exemple.
Oui et non. Les profs d'université avec qui je collabore, ils ont aussi l'enseignement, ils ont aussi la recherche et ils naviguent entre les deux. Mais ce montage de projet, ils l'ont... peut-être c'est un peu cliché, hein, excuse-moi. Alors, ils montent aussi... Peut-être, je ne sais pas si je m'avance... Non, je ne pense pas que je m'avance. C'est un peu la réalité. C'est vrai qu'un professeur à l'université, quand il obtient son poste de prof, il a automatiquement un collaborateur qui travaille avec lui. Donc, je n'ai pas les pourcentages. C'est peut-être un collaborateur plus un demi-assistant. Je ne connais pas les... Mais il y a cette facilité de dire, je suis prof, j'ai tout de suite une ressource qui travaille avec moi. Et c'est vrai que ça peut alléger. Et un prof d'uni, il peut rester avec ça, entre guillemets, toute sa vie, je force le trait, ou se dire, j'ai envie de monter plus de projets. Et là, ça redevient un peu comme nous, au niveau des HES. Et à contrario, dans les HES, c'est vrai, quand on démarre, ou quand on obtient le poste de prof, on est prof. Et il faut monter son projet, il faut monter ses thématiques de recherche. Et après, ça dépend d'une école à l'autre. Chez nous, en tout cas à la Joire, qu'on n'a pas... une obligation que ce soit dans un thème en particulier. Donc ça, c'est une liberté qu'on a, que aussi d'ailleurs les universités, ils ont. Mais voilà, pour dire, on arrive avec un poste, peut-être la différence serait que dans les unis, ils ont quelqu'un, c'est peut-être un peu plus facile. Et chez nous, c'est peut-être un peu plus laborieux en termes de trouver le temps. Mais... Par contre, je trouve la différence avec ceux qui sont au collège. Parce que moi, j'ai beaucoup de copines qui me disent encore « T'as 6 semaines en été ?» Je dis « Oui, j'ai 6 semaines pour rattraper tout ce que j'ai pas fait. » C'est plutôt ça. Ça, oui, là, il y a une différence. C'est vrai que le terme prof, il est utilisé parfois pour dire « Je suis prof dans un collège », sans du tout péjorer. Mais c'est vrai que c'est plus la même... Là, il y a un décalage de la mission dans on va dire, dans le commun des... Oui, c'est exactement ça. C'était un peu pour... Oui. Ouais. Mais entre université et HES, je dirais, en termes de... Pas difficulté, mais oui, complexité, on est un peu sur les mêmes... complexité. Tu donnes du coup beaucoup de cours sur tout ce qui concerne la transformation digitale. C'est un mot, c'est 2 mots. On sent que les entreprises sont très conscientes qu'il faut accélérer cette transition digitale, mais ça englobe tellement de choses et ça veut dire tellement de choses que j'avais envie de te demander un petit peu si tu arrivais, avec ta casquette de professeur, de nous donner un peu une définition, un grand concept de cette transformation digitale. C'est une mission lourde. Oui. Alors, au niveau de l'enseignement, peut-être juste pour préciser, j'enseigne la notion de transformation numérique au niveau master. Au niveau bachelor, en tant que tel, on ne l'a pas. Après, ça rentre dans d'autres cours comme des petits bouts qui sont quand même enseignés, mais en termes vraiment du terme transformation numérique, c'est au niveau master. Il arrive au niveau master, ok. Du moins, dans mes enseignements à moi. Après, il y a certainement d'autres hautes écoles qui l'intègrent autrement, mais... Et voilà, pour revenir à la définition, on a récemment fait la journée de la digitalisation sur le canton de Neuchâtel. Donc, c'était notre institut Lido qui a mis ça sur pied. Et dans la matinée, donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile, parce que c'est une matinée où on a dû expliquer... on a voulu présenter ce que c'est la transformation numérique, donc je vais essayer d'être concise. Alors, on peut parler de plusieurs niveaux, peut-être pour amener à ce dernier niveau qu'on appelle la transformation numérique et non digitale, plus pour garder les termes à leur place. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 3 niveaux, mais j'ai presque envie de dire que c'est 3 angles. Ce n'est pas forcément des étapes à suivre, dans le sens où une entreprise peut ne pas avoir une étape, mais être dans l'autre. Donc, oui, il y a une notion de gradation, mais ce n'est pas forcément... je n'ai pas envie d'annoncer cette définition comme étant il faut passer par là, pour ça, pour ça. Même si c'est le cas, mais ça reste vraiment 3 angles. Donc, il y a le premier qu'on dit, voilà, j'ai un document papier, il est après sur l'ordinateur. On est vraiment sur la première étape où là, on dit j'ai numérisé. J'ai tout simplement mis en avant cette partie physique en numérique. Là, on commence à dire, mais OK, qu'est-ce que je fais avec cette information? Est-ce qu'elle a lieu de rester comme ça? Est-ce que le fait que ce papier-là, je ne sais pas, aille ailleurs pour être signé, pour revenir ailleurs, pour être stocké, ce process-là, est-ce qu'il peut être, lui, travaillé, retravaillé, repensé autrement? Là, on est un peu sur ce deuxième état de l'entreprise où on va parler d'informatisation. D'ailleurs,
le terme digitalisation, c'est cet équivalent. Okay. Du moins scientifiquement parlant. Ouais. Après, dans le commun, on peut parler des 3 étapes comme étant la digitalisation. Mais cette notion d'informatisation, elle va plutôt axer sur les processus, leur automatisation ou les repenser pour les adapter, etc. Et c'est vrai que quand on va aller sur ce dernier niveau, on va parler de la transformation numérique, qui parfois, justement, les gens l'appellent digitalisation, mais nous, on la place dans la deuxième étape. Pour nous, la transformation numérique, c'est l'entreprise qui, comme les autres étapes, elle a utilisé les nouvelles technologies, mais pour transformer son modèle d'affaires. Donc, on parle toujours d'un changement un peu profond, fondamental. On n'est plus en train de faire la même chose. On a une nouvelle valeur, une nouvelle proposition de valeur qui est amenée, qui, bien sûr, elle va se reposer sur des étapes d'avant, mais on va parler de transformation numérique que quand il y a cette nouvelle valeur, proposition de valeur qui est là, au niveau de l'entreprise. Et c'est souvent, voilà, c'est un peu ce qu'on présente comme étant les trois étapes que moi, j'aime toujours un peu comparer à... On parle de l'eau, il y a la vapeur, la glace et l'eau. Et rien n'empêche d'avoir que la glace, que l'eau. Donc, c'est des niveaux, bien sûr, et elles se suivent. On peut passer de l'une à l'autre, mais ce n'est pas exclusif. J'ai envie quand même de garder, du moins dans ma réflexion, que la transformation numérique, elle peut être toute seule réfléchie dès le début, comme il faut un peu passer par les étapes. Donc, voilà un peu ce qu'on met en avant. C'est assez clair et merci beaucoup. Est-ce que quand on parle d'innovation, on n'est pas justement sur cette 3e phase qui touche le modèle d'affaires avant de toute façon, on doit quand même passer à l'étape numéro 1. Si on n'a pas les données numériques, on ne peut pas faire de numérique. Oui, après, il y a des innovations... Ouais. Oui, bien sûr. Oui, je dirais dans la majorité du temps, selon comment elle est établie l'entreprise, il faut déjà passer par les premières étapes. Après, il y a des innovations qui n'ont pas demandé de numériser leurs données pour innover. Ouais. J'ai quelques exemples, mais après, ça va faire de la pub. Mais on peut avoir... mais on peut avoir un nouveau modèle d'affaires qui n'a pas demandé à l'entreprise, qui n'a pas forcé l'entreprise à numériser ce cas-là, mais elle a pu proposer, grâce aux nouvelles technologies, ce nouveau modèle d'affaires. Bien sûr, dans la logique, il y a une certaine séquentialité, mais la transformation numérique, j'ai presque envie de dire, elle peut arriver, pas toute seule, mais on peut repenser le modèle d'affaires, la valeur ajoutée, autrement que par repasser toutes les étapes. Oui, absolument. Ou faire pousser quelque chose à côté. Voilà, un nouveau produit ou un nouveau marché sans tout bousculer l'existant. L'existant, voilà, exactement. Ouais. Ah, génial. Alors, tu es aussi doyenne de l'équipe de recherche de l'Institut de digitalisation des organisations. Je voulais te demander quels étaient un petit peu les projets phares de cet institut, qui est tout nouveau à la HEARC, qui est assez récent, il me semble. Il est avant que je suis arrivée en 2018, il venait de naître, effectivement, sous ce nom. Parce que les profs qui sont, en tout cas la majorité qui sont là, ils étaient avant même que le nom apparaisse, on va dire. Et moi, j'ai repris en 2020, sauf erreur, voilà, à plus ou moins une année. Donc oui, il est relativement récent, ça dépend ce qu'on entend par récent, mais il est relativement récent sous cette nomenclature. On est une 20aine de personnes. On a, comme tu l'as dit, plusieurs projets qui, dans la majorité, tournent autour de là, je vais dire digitalisation au sens large. Après, je travaille un peu ma définition, mais au sens large de l'usage du numérique au sein des entreprises. Donc, on est organisé sur des thématiques principales. Il y a la thématique, je dis pas par ordre de priorité, mais voilà, comme ça me vient à l'esprit maintenant. Il y a la partie sur la durabilité qui émerge actuellement. On a un projet qui se rapproche de l'idée du Digital Hub, dans le sens où on va avoir une notion d'observatoire après, mais non pas de la maturité digitale, mais de la notion de durabilité au sein des entreprises. Donc ça, c'est un des thèmes qui commence à se faire sa place. Un autre sujet aussi sur lequel on est en train de se positionner, c'est la partie santé digitale, encore une fois au sens large. Donc ça, c'est un thème qui commence à émerger. On a un thème sur l'accessibilité de l'information, de la donnée. Donc c'est un professeur qui travaille depuis longtemps sur ce thème-là,
Et pour l'instant, la notion d'accessibilité, elle est orientée sur des personnes malvoyantes. Mais il y a l'optique un peu d'aller sur d'autres types d'accessibilité pour des personnes qui peuvent être, on va dire, en minorité ou en retrait sur certaines parties. Donc justement pour un peu éviter la fracture numérique et l'arrivée de ou l'usage de ce numérique dans les entreprises. Et on a tout ce qui touche à la notion de la gestion des connaissances au sein de l'entreprise, que ce soit par ce qu'on appelle nous l'enseignement par les micro-vidéos, ou l'enseignement ou la transmission du savoir-faire par les micro-vidéos, mais aussi par la sémantique, pour revenir à ce qu'on disait au début. Donc, comment est-ce qu'à partir des connaissances qui se retrouvent dans l'entreprise, bien sûr dans la tête, mais surtout sur papier, dans des PV ou d'autres, on arrive à extraire la connaissance et en faire bénéficier les autres dans l'entreprise. Donc, c'est un peu les principales activités. Et puis, la toute dernière, ça me permettra peut-être de faire une petite pub. Donc, on a un groupe qui travaille sur notamment la notion des jeux sérieux. Donc, déjà des outils d'aide à la décision, mais la notion de jeux sérieux. Et il y a un projet qui va, en principe, décoller en 2025 sur un peu l'immersion que peut se faire une entreprise de ce que veut dire mettre le numérique dans son organisation. Et donc, c'est un prof qui, moi j'aime bien dire, il tournera avec son bus et s'installera pour le temps de quelques heures au sein de l'entreprise, si elle le souhaite. Donc, elle peut se déclarer si elle est intéressée. Et elle pourra justement, par des jeux sérieux, tester en fait et se projeter dans ce que ça veut dire d'intégrer tel ou tel outil ou d'intégrer telle ou telle nouvelle technologie. Et c'est l'idée d'avoir un peu cette sensibilisation par le jeu sérieux à travers ce projet. Donc, s'il y a des intéressés à accueillir, à hoster ce bus, j'ai dit bus dans le sens il est itinérant, ben c'est finalement un espace, il m'avait dit, mon collègue l'espace, je crois qu'il m'avait dit un 60 mètres carrés, mais voilà. Ah ouais, on sera confortable. Oui, peut-être que je me trompe, mais il y a un espace à pouvoir poser les affaires, donc c'est pas juste une séance ou un vrai bus comme je l'ai annoncé avant. Non, c'est absolument génial. J'aime beaucoup ce rapport que vous avez à aller vraiment sur le terrain et les entreprises. C'est vrai, c'est comme ça qu'on avance, quoi. C'est concret. Voilà. Oui, comme je disais avant, c'est l'ADN de la HES de répondre à un vrai besoin, mais c'est aussi pour nous, comme pour ma part, gratifiant de se dire je le fais parce que ça solutionne quelque chose. Je ne le fais pas juste parce que j'ai envie de voir un écran qui bouge. Enfin, je force le trait, mais voilà, on sent qu'on amène une plus-value aussi par notre quotidien. J'ai trop envie de te parler d'intelligence artificielle. Allons-y. Parce que tout ce que quand on parle de digitalisation ou de transformation numérique, c'est aussi drivé par les actualités ou les avancées technologiques, l'accessibilité en tout cas de ces technologies. Comment au sein des HES vous avez, vous avez embrassé l'intelligence artificielle, comment vous jouez avec dans les projets, comment vous en parlez avec les entreprises. Est-ce que ça a été quelque chose d'enthousiasmant ou en fait vous avez trouvé que c'était tout à fait normal qu'on en soit là maintenant dans l'IA générative? Oui. Alors, trouver normal, pas vraiment, dans le sens où, oui, on travaille dessus. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, un de mes collègues a dit à un autre collègue que ça serait bien que lui soit le référent dans l'IA et le collègue, dans cette discussion, on avait dit oui, mais IA, ça veut dire tout, donc je ne peux pas être référent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit IA, quand même, les gens focalisent sur un élément, notamment l'IA générative. Donc, oui, c'est dans la continuité de ce qu'on faisait. Maintenant, là où c'est surprenant, c'est un peu la rapidité où ça s'est démocratisé. Et sur le quotidien, j'ai envie de dire, pour ma part en tout cas, au niveau des cours, ça a déjà chamboulé parce que les cours ne pouvaient plus se donner de la même manière dans une optique de dire si j'évalue quelque chose. Il y a quand même cette IA générative qui peut prendre la place de l'étudiant. En soi, c'est pas grave. Moi-même, je les encourage à l'utiliser. Mais la manière avec laquelle on évalue, il faudra prendre en compte ce genre d'outils. Et aussi, quand on enseigne, ça devient des futilités si je leur dis quelque chose qu'ils le trouvent en 2 minutes, pour autant qu'ils soient autodidactes. Donc, je dirais, en tout cas, pour ma part, le quotidien à chaud comme ça, c'était les cours. Après, c'est vrai que par rapport au projet qu'on a, on a eu plus de demandes. Le biais, c'est que les gens, pour eux, l'IA, c'est la magie. Et c'est notre rôle, ou du moins, c'est ce qu'on fait, c'est de dire, OK, vous voulez l'IA, mais il faut d'abord des données pour faire l'IA. Il faut que les données soient en quantité aussi pour générer quelque chose. Il ne faut pas mettre n'importe quoi sur ChatGPT. Donc, j'ai l'impression
qu'à ce stade, c'est plus, pas calmer le jeu, mais remettre à plat ce que exactement c'est l'IA, pas par une définition un peu comme à la prof, comme j'ai fait avant, mais ramener un peu, OK, ce que c'est, jusqu'où on peut aller et quelles sont les limites éthiques aussi. Bien sûr, c'est pas notre rôle on va pas faire la morale, mais c'était un peu plus de calmer ces demandes, pas en leur disant calmez-vous, mais en ayant expliqué ce que ça amène et de où on doit partir pour faire l'IA. Donc comment on l'a embrassé? Oui, il y avait peut-être 1 ou 2 profs qui se pointaient là-dedans, qui s'orientaient là-dedans. Il y en a maintenant un peu plus qui ramènent ça de manière encore plus présente dans leur projet. Pour nous, ça reste un outil. C'est pas du tout dénigrant. Enfin, je réduis pas à la force, mais ça reste un outil dans nos champs. On n'a pas changé d'un coup, d'un jour à l'autre, nos activités. Ça reste un outil qui, bien sûr, maintenant, on l'utilise un peu plus. Et comme je disais avant, c'est montrer aux autres entreprises, quand on est en contact, comment l'utiliser, pas juste taper comme ça et l'utiliser de la même manière selon qui je suis, indépendamment le type de données que j'ai. J'ai quand même l'impression que cette intelligence artificielle générative encourage en fait le dialogue, la conversation, qui imite en tout cas la manière naturelle de dialoguer, par exemple. C'est-à-dire que ça bouleverserait aussi la manière dont on dialogue aujourd'hui avec les machines. C'est une supposition, mais j'ai l'impression qu'on y va. J'ai testé d'ailleurs la dernière update de ChatGPT. Le conversationnel est assez bluffant. Justement, tu parlais de magie tout à l'heure. C'est presque magique. Oui, non, tout à fait. Ils imitent très bien cette chose-là. Du coup, j'aurais te demander, pour toi, est-ce que tu vois un changement de relation entre l'homme et la machine? D'interaction plutôt, un changement d'interaction. C'est vrai que, oui, comment j'écris à la machine, je me rappelle en tout cas moi, quand j'écrivais sur un moteur de recherche, j'écrivais des mots-clés, je réfléchissais à mon mot-clé, je disais celui-là avant l'autre, en espérant trouver l'information, peu importe si c'est un moteur de recherche général ou scientifique, que là, je me pose plus trop de questions. Même que, j'ouvre une parenthèse rapide, comment on prompte a une grande valeur par rapport à ce que je reçois, donc c'est pas... Non plus, je ne peux pas me parler n'importe comment. Mais c'est vrai que ça facilite le contact et on a, comme tu disais avant, on a presque envie de se dire, mais il y a quelqu'un derrière. Exactement. Oui, tout à fait. Après, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un peu quelques biais qui peuvent arriver. Moi, j'entends des collègues des collègues pas du bureau, mais on raconte parfois, oui, je lui dis merci, tu crois que si je lui dis s'il te plaît, il m'enverra une réponse plus jolie. Donc c'est vrai qu'on a on peut se poser des questions, rien que pour rigoler avec ça. Mais moi, ce que j'ai envie c'est un peu ce qu'on disait un peu avant l'entretien, j'ai envie presque de dire, c'est peut-être elle, la machine, un jour qui va pas nous influencer, mais nous raisonner. Parfois, je suis au contact de gens qu'on peut trouver leur comportement un peu méchant ou pas du tout éthique. Et on reste des êtres humains, on a notre variation de jugement. Mais c'est vrai que je me dis, la machine, elle aura peut-être moins ces variations en termes, on va dire, d'aspect plus éthique ou comportemental. Et peut-être c'est elle qui va nous ramener en disant... On peut être un peu moins méchant, là. Exactement, c'est vrai. Voilà. Finalement, elle nous montrerait nos biais à nous. Oui, peut-être, voilà. Vous exagérez, veuillez recommencer. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais oui, on a l'impression d'être avec j'allais dire une vraie personne, mais un interlocuteur facile où je peux directement poser des questions, dialoguer. Tu l'as vu, le film Her, avec Joaquin Phoenix? Non. C'est un film où l'acteur tombe amoureux de son intelligence artificielle et c'est la voix de Scarlett Johansson. Oui, ok. Et en fait, on s'approche quand même... C'est vrai que c'est un film de science-fiction qui n'a pas fait tant de bruit autour de l'intelligence artificielle, mais je trouve qu'on s'approche plutôt de cette chose-là que... Moi, je me rappelle plutôt d'un autre film d'une fille qui s'appelle Simone, et c'est à la fin du film que j'ai compris pourquoi c'est Simone. Et en fait, il explique, le monsieur, que c'était Simulation 1, Simulation 1. Si pour Simulation et 1. Ouais. Et je ne me rappelle plus s'il est tombé amoureux ou pas, mais il y avait ce dialogue justement avec sa première simulation d'Android. Ouais. Mais oui, effectivement, la fiction, on y est, exactement. On y est.
Alors, tu es venue également avec un livre, enfin même deux. Voilà. Mais le premier, que j'aime beaucoup, qui est le livre collectif du think tank du Manufacture Thinking, où tu signes la partie L'usine du futur auprès de Xavier Comtesse. Oui. Tu as participé activement cette année, enfin l'année dernière, à l'écriture de ce livre qui s'appelle L'usine du futur, le futur de l'usine. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques points clés que tu abordes dans cet ouvrage, et puis aussi peut-être l'aventure de la coécriture on peut tout à avec fait Xavier. Ah, si on met Xavier, c'est encore un autre accent. Non, je rigole. C'est vrai qu'il était moteur dans l'écriture. Parfois, ça me dérange un peu d'avoir mon nom avant lui, parce que voilà, c'est quand même lui qui a pas mal drivé. Après, effectivement, on était quand même les deux. L'aventure, j'aimerais peut-être plus parler de ce côté collectif. On a parlé avant de collaboratif, mais il y a quand même quelque chose de collectif ici intéressant, parce que souvent dans le collectif, on peut imaginer, je sais pas, une sorte de juxtaposition d'éléments. Ouais. Que là, le collectif a amené vraiment une nouvelle création. Et ça m'avait surpris quand Xavier m'en a parlé. Il m'a dit, oui, ça sera... T'inquiète pas, tout le monde va écrire. Tu ne seras pas la seule. Je dis, mais comment tu veux faire un livre avec tant de personnes et que ça soit cohérent ? Voilà, je trouvais un peu oui, ça a marché déjà, ouais. On peut le dire. En tout cas, j'ai expérimenté que ça a marché. Ce qui était intéressant, c'est que les personnes amenaient à chaque fois et leurs idées et leurs... il y avait quelque chose de factuel qu'ils amenaient, mais aussi un ressenti, et ça a pas mal permis de bouger le livre, et je trouvais assez vivant en fait dans sa construction. Aussi, il faut dire que dans la construction du livre, de manière générale, en tout cas pour Manufacture Thinking qui porte ça, il y a un voyage qui Xavier m'a expliqué, on l'appelle fact-finding, parce qu'on va aller voir. Et ça m'a intéressée, bien sûr, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on va voir ? On est déjà 25, ou je sais même plus. On se challenge, on lit, on a tous nos états de l'art, notre expérience. Qu'est-ce qu'avec le voyage, on va voir de plus ? Bien sûr, on suppose, mais je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait vraiment établi, d'ailleurs, avant le voyage, une structure du livre. Et le dernier chapitre du livre, c'était sur la Dark Factory. Et là, peut-être, je ne sais pas si on peut le voir, ouais, mais sur il est qu'en deuxième. Parce qu'effectivement, avec ce voyage, on a compris que l'hypothèse qu'on avait émise, qui était, voilà, la Dark, c'est vraiment la finalité de l'entreprise. Peut-être quelques mots sur la Dark Factory, parce que tout le monde ne connaît pas ce terme. Oui, c'est vrai, j'y vais aller, je suis toute passionnée. Donc, le livre parlait de l'usine du futur, en disant... comment est-ce qu'au futur, l'entreprise, elle sera, autant avec les nouvelles technologies qu'encore voilà, tout ce qui est évolution. Et notre première hypothèse de base, c'est de dire on va vers une entreprise qui, au futur, sera dark, dans le sens, voilà, tout sera éteint parce que les robots pourront faire le travail des humains, ils pourront même discuter entre eux, on parlait avant de dialogue. On n'aura plus besoin d'allumer pour les personnes... l'entreprise, et c'est un peu ce terme-là qui a été utilisé pour signifier cette chaîne automatisée au complet, qui fait qu'on n'aura plus besoin d'allumer une partie de l'entreprise ou carrément l'entreprise totale. C'était un peu ça ce qu'on avait dit. Voilà, si elle est dark entièrement, c'est que tout est automatisé, tout est sur place, tout le monde peut, enfin tous les robots peuvent discuter entre eux, créer les services, créer les produits, etc. Et quand on est allé au Japon, et même par d'autres dialogues, mais c'était un peu marquant par ce voyage au Japon, on a remarqué que déjà on y est. Une des entreprises qu'on a vues, je ne vais pas faire de la pub, elle y est. Et ce qu'ils nous ont dit là-bas, c'est que le but n'est pas d'avoir dark totalement. Ils parlaient presque d'un 80% de parties automatisées qui amènent à du dark. Comme dit Xavier, ils ont allumé pour nous l'espace pour qu'on voie les robots. Et effectivement, on pouvait voir ce que d'habitude on ne voit pas parce que c'est dans le dark. Mais tout ne l'était pas. Et il y avait encore d'autres éléments qui devaient venir si on voulait parler de futur par rapport à l'usine. Et c'est comme ça qu'on a construit après les étapes d'après. Donc on s'est dit, voilà, dark, ok, mais il y a encore la notion des agents qui peut venir. Après, on peut aller vers quelque chose qui va s'adapter. Avec le temps, on a parlé d'adaptative. Et à un moment donné, on s'est dit, mais l'humain, il est toujours là. Il ne faut pas l'oublier. Il va quand même amener l'aspect créatif, même que les machines peuvent amener. Mais il y a quand même encore cette interaction, cette collaboration qui amènera une plus-value.
Et on est arrivé à repositionner, on va dire, les niveaux qu'on a imaginés avec la dark comme étant plutôt la deuxième. Ouais, de quelque chose d'actuel, en fait. Exactement, oui. Et ça finit vers cette créativité. Exactement. Enfin, ça finit. Ça tend vers la créativité qui, pour nous, dessinera l'usine du futur avec collaboration hommes et machines. Ah, c'est beau. Ça t'a plongé aussi, parce que bien sûr, j'ai lu dans le passé, parce qu'il y a eu toute vous racontez un peu l'industrie suisse. Oui. J'imagine que ça t'a plongé aussi dans toutes ces questions-là. Ça devait être assez intéressant. Oui, alors encore une fois, sous l'impulsion de Xavier, c'est de raconter d'où on vient. Ouais. Et je trouvais intéressant. Il y a plein de choses que j'ai appris. Ça ne me revient pas comme ça, mais il y a des moments clés de l'entreprise, notamment suisse d'ailleurs, qu'on a pu écrire. Et ça commence ainsi, le livre, par se passer pour savoir d'où on vient. Et effectivement, il se lit un peu, on va dire, pas forcément séquentiellement, il peut se lire par un niveau. Mais si quelqu'un le lit séquentiellement, ça amène un peu ces étapes de passage du passé jusqu'à la partie créative. Oui, c'est l'aspect collaboratif. Quand tout le monde écrit, c'est vrai que ça, du coup, tu peux lire ça de manière un peu plus séquentielle, par chapitre. Oui, exactement. Oui, si on commence au milieu, bien sûr pas au milieu du chapitre, mais si on prend un chapitre qui est au milieu, on arrive à le lire, exactement, à avoir un sens à lui-même. J'ai toujours... on a un deuxième livre à côté de nous parce que je t'avais dit que je te demandais toujours des recommandations. Oui, exactement. De livres, de sources d'informations ou de ce que tu trouves intéressant à partager. Alors, je me suis dit, je l'amène pour le montrer. M'a recommandé un livre, c'est vrai que la question un peu m'embêtait parce que je ne savais pas vraiment sur quoi aller, parce qu'il y a plusieurs qui m'intéressent. Mais c'est vrai que ce livre-là, je l'ai reçu récemment. Je ne pense pas qu'on puisse voir vraiment l'extérieur. Donc, il s'appelle La Peau. Enfin, Peau, pas La Peau. Peau avec X. Et peut-être si j'ouvre, ça donne un peu déjà une idée de ces mots qui sont un peu placés comme ça dans l'espace, voire même des lettres. Je ne sais pas si on arrive à zoomer après. Alors, pourquoi j'ai choisi ? Déjà parce que c'est récent que je l'ai reçu. Puis c'est vrai qu'on me dit, par quels critères j'ai choisi quel livre ? J'ai dit, disons, le plus récent. Et parmi les plus récents, j'ai pris celui-là. Je trouvais intéressant cette un peu nouvelle manière de voir un livre, de voir les mots, de positionner l'espace, les mots dans l'espace. On a démarré l'entretien avec la notion de sémantique. C'est quelque chose, je pense, que je suis un peu attachée à cette notion de comprendre le sens d'un mot, des lettres, peut-être parfois. Et là, l'autrice, donc Nouria Mansour-Wirth, je trouvais intéressant parce qu'elle jouait avec l'espace et les mots sur un espace 2D, finalement. Et ça donnait une lecture, je ne dis pas que je comprenais tout le temps. Ça se lit aussi, pour ma part, en tout cas, pas de manière séquentielle. Ouais. Mais c'est perturbant, mais en même temps, ça donne un autre sens au mot, juste parce qu'il est placé là que là. Et parce qu'il est répété de 3 manières à des endroits différents, ça donne un sens encore un peu comme une 3D pour le mot. Donc, j'ai voulu partager plutôt cette expérience de lecture que le livre même en tant que tel. C'est assez beau aussi, c'est une certaine créativité face à cette génération de textes qui est exactement, aussi conséquent. Maintenant, en quelques secondes, on a des tonnes et des tonnes de textes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai remarqué que les PowerPoint des gens, dernièrement, sont à nouveau chargés. Au début, on les avait chargés, on disait il faut mettre que des bullet points. Là, c'est à nouveau. Je sais pas, d'un coup, je pense que ça leur est plus facile de générer des idées. Ouais, c'est vrai. Mais là, oui, il y a un sens au mot. Je trouvais intéressant de mettre en valeur que le mot, dans son contexte et dans son espace, peut encore signifier autre chose. Ça m'a bien. C'est une expérience qui m'a bien plu. C'est une. Elle est brésilienne, sauf voilà, je voulais demander donc, Nouria Mansour-Wirth est née à Mexico en 79. Ah, ok, génial. Non, c'était son nom de famille qui m'avait justement attirée. Je me suis demandé si elle n'était pas... je crois qu'elle est mariée alémanique ou... Ouais. Je crois que c'est son mari qui s'appelle Alain Wirth, je crois, parce que j'avais vu elle a reçu un prix avec... je crois que c'est son mari, Alain Wirth. Magnifique. Mais en tout cas, elle est de Mexico. Et puis, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander que l'on pourrait inviter sur la chaîne YouTube ? Oui, là aussi, c'est un exercice difficile parce que ça veut dire que je favorise, mais bon, voilà, il faut choisir. Et je me suis dit, je choisis dans le thème. Oui, là, c'est plus difficile. Du coup, je m'étais limitée à une. Mais
je me dis, bah voilà, comment je choisis? Et je me dis, bah, pourquoi ne pas encore continuer dans le thème de l'IA et ce côté futur, parce qu'on parlait du livre, du futur, enfin, l'usine du futur, etc. Et c'est une personne que j'ai écoutée récemment dans une des journées de la recherche des HES, Madame Isabelle Chapuis. Je ne sais pas si tu connais. Bon, donc c'est elle, le nom. Et je trouvais intéressant ce qu'elle a présenté. Elle a parlé de ce IA dans le futur, etc. Et ce que je trouvais intéressant, je ne sais pas si elle l'écoute, je ne sais pas si elle va aimer ce que je vais dire, mais c'est vrai que je l'ai vu quelques secondes avant parce que je devais aller déposer quelque chose sur la table, elle a son ordi. Et elle m'avait partagé son ressenti, qu'elle était un peu stressée. J'étais là, ok, mais je ne la connaissais pas encore. Et après, mais le discours qu'elle a fait, j'étais, mais vraiment, elle était stressée avant parce que je trouvais intéressant. En tout cas, moi, je n'ai pas regardé le téléphone pendant qu'elle parlait. Et elle parlait de ce côté prospectif. Elle a de l'énergie, oui, donc je me dis peut-être dans une continuité de thèmes qui tournerait autour de... C'est une excellente idée. De l'IA, ça pourrait être Madame Isabelle Chapuis. Écoute, voilà. On va la contacter. On va lui dire qu'elle a été aussi recommandée par toi. Voilà, c'est mieux. Je ne sais pas si elle va se rappeler qui j'étais, mais... mais oui, voilà, c'était la personne à qui j'ai pensé. Bah, merci infiniment. Merci Maria d'avoir avec partagé plaisir. tout ça aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça m'a permis de me replonger dans mon passé et présenter mon quotidien. D'où on vient pour aller là où on va. Exactement. C'était l'idée du livre. C'est vrai. On retrouve les mêmes schémas. À tout bientôt et bon après-midi. Merci, Marie, merci.